Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui, une fois n'est pas coutume, ne sera pas réellement lié à du code ou en tout cas une fonctionnalité, mais va être consacré aux standards PHP et aux recommandations qui peuvent être effectuées sur le codage donc en PHP, les bonnes pratiques. Donc on va se baser sur des recommandations qui sont fournies par une collectivité, un groupement de développeurs qui s'appelle PHPFig. Donc si je vais sur le site donc, de PHPFig, phpfig.org, donc php-fig.org, donc c'est le PHP Framework Interop Group, et donc c'est un groupement qui est là pour faire en sorte que les bonnes pratiques PHP soient mises en œuvre de façon à faire en sorte que le code soit interopérable et facilement compréhensible par tout un chacun. Donc ils émettent des recommandations, donc des PSR, PHP Standard Recommendation, et donc ces PSR sont listés en fait sur une page qui est la page PSR, hein, que vous retrouvez ici en haut. Il y en a un certain nombre, vous voyez, qui sont numérotés de 0 à 19. Alors les 19 ne sont pas aujourd'hui totalement actifs, puisque par exemple le premier, le 0, a été déprécié, tout comme le 2. Le 2, on en parlera un petit peu quand même tout à l'heure. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement le standard de code basique, donc le PSR1, et le standard d'autoloading. Donc on va regarder à quoi ils ressemblent ces standards, et surtout à quoi ils servent. Donc je vais ouvrir donc PSR1. Donc j'ai déjà ouvert PSR2 hein, il est déprécié, mais on va quand même regarder. Et puis il recommande le PSR12 d'ailleurs comme une alternative. Donc on va regarder exactement à quoi tout ça correspond. Donc PSR1 c'est les bases du codage. Donc ce qu'il faut, c'est que quand vous lisez cette page, il vous faut comprendre les mots, les différents mots qui sont ici, must, must not, required, et ainsi de suite. Donc il y a une RFC qui s'appelle la RFC 2119 qui explique à quoi servent ces mots. Mais en gros, hein, là on est à doit, ne doit pas, requis, pourrait ou ne pourrait pas, devrait, ne devrait pas, recommandé. Là c'est pourrait, hein, c'est un peu comme shall not, et optional, c'est optionnel. Et donc il liste comme ça les différentes choses qu'il faudrait faire. Donc dans un premier temps, ils nous disent, je vais aller sur Visual Studio Code, ils nous disent que les fichiers PHP doivent uniquement utiliser les balises que sont la balise PHP classique que vous connaissez et la balise echo en PHP, echo court. Donc bien sûr, là, il faudrait que je mette un dollar toto, un embrouette, voilà, pour que j'ai pas l'erreur. Hein. Mais donc, ils nous disent qu'il faudrait utiliser ces deux balises-là, et non pas, comme on le voit de temps en temps, juste effectuer cette ouverture et cette fermeture comme celle-là. Donc c'est une recommandation qui est indiquée dans le PSR, hein, vous le voyez juste ici, les fichiers doivent utiliser seulement le tag PHP et le tag echo. Ensuite, il y en a une qui est un peu mystérieuse, qui s'appelle le UTF-8 Without BOM. Alors, le BOM, en fait, ce fameux BOM que vous voyez à cet endroit-là, est un type d'encodage. Donc, si je vais sur Visual Studio Code, vous allez le retrouver hein, dans les propriétés, donc dans les paramètres. Vous allez retrouver, si je mets encoding, voilà, donc c'est encoding ici, files encoding, j'ai UTF-8 et juste en dessous je vais avoir UTF-8 BOM. En fait, UTF-8 BOM, je vais vous afficher la correspondance, donc UTF-8 BOM, voilà, c'est bytes order mark, bytes order mark, c'est l'indicateur d'ordre des octets. En fait, c'est un indicateur qui se met
avant la balise PHP, au début du fichier, et qui n'est pas visible pour les utilisateurs, hein, mais il faudrait ouvrir le fichier en binaire pour le voir. Et il se met en fait dans le fichier avant d'écrire ici la balise PHP. On ne le voit pas, mais le serveur, quand il va interpréter le PHP, lui, il va le voir. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si vous utilisez un format de fichier avec BOM? Eh bien, dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir utiliser les headers, vous n'allez pas pouvoir utiliser certaines fonctionnalités comme les sessions et autres, qui vont vous dire, ouais, mais attends, tu as déjà émis du HTML, c'est pas normal, tu dois pas émettre du HTML avant de faire une redirection. Par exemple, si on fait un header location. Et donc, je peux pas le faire. Donc, il est important d'utiliser l'encodage UTF-8 sans BOM. C'est justement pour ça. Ensuite, on nous dit que les fichiers devraient, alors je vais revenir dessus, hop, les fichiers devraient soit déclarer des symboles, donc classe, fonction, constante, ou faire ce qu'on appelle des effets de bord, side effect, donc faire un echo, modifier les paramètres ini et ainsi de suite de votre fichier. Et donc, soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux. En gros, je ne suis pas censé, dans un même fichier, faire un classe brouette comme ceci, et un petit peu plus bas, faire un echo bonjour. Donc ça, je ne suis pas censé le faire, parce que j'ai une déclaration, et j'ai une sortie. Alors si je fais la sortie à l'intérieur de ma classe brouette, oui, là il n'y a pas de souci, par l'intermédiaire d'une méthode ou autre, mais je ne suis pas censé faire un effet de bord, ce qu'ils appellent un effet de bord, side effect, donc envoyer de l'information, afficher quelque chose, inclure un fichier ou autre, dans le même fichier dans lequel il y a une déclaration. Donc ça, je ne suis pas censé le faire. Donc je vais devoir séparer mes fichiers en différentes... mon code en différents fichiers. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous avez également donc les noms de namespace et les classes qui doivent se charger par l'intermédiaire d'un autoloader. Donc ça c'est également un must-have entre guillemets. On utilise un autoloader pour charger nos fichiers. On n'a pas de include à faire pour tous les fichiers. Il ne faut pas, en tout cas, ça n'est pas recommandé. Les noms de classes devraient être déclarés en ce qu'ils appellent studly caps. Donc moi j'appelle ça upper camel case. Et donc quand on fait une classe, si je devais écrire ma jolie brouette, eh bien ce serait ma jolie brouette. C'est-à-dire que j'ai une majuscule au début et ensuite une majuscule pour chacun des mots. Donc ça c'est la convention, donc d'utiliser le upper camel case. Donc ça c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui est utilisé par énormément de monde. Et donc on a cette signification, en tout cas cette habitude qui a été prise et qui est importante. Alors maintenant, à l'intérieur des classes, il y a d'autres choses. On va pouvoir, par exemple, déterminer des constantes. Si je devais définir une constante, eh bien la norme, c'est de dire, par exemple, const, donc version, égale et 1.0. Par exemple, ou const, date, début, égale et peu importe, 2020, on est en août et on est le 31. Voilà. Par exemple, de cette façon-là. Alors vous avez remarqué, les constantes, donc la norme veut le standard veut qu'on les déclare en majuscule avec un séparateur underscore. Donc c'est bien précisé, à l'intérieur du PSR, les constantes doivent être déclarées en majuscule et avec un séparateur underscore. Et à l'intérieur des classes, on peut avoir par exemple une public function, une fonction qui serait par exemple remplir brouette. Eh bien, remplir brouette s'écrirait de cette façon. Donc la fonction remplir brouette s'écrirait
en camel case, c'est-à-dire que la première lettre est en minuscule et les lettres suivantes sont en majuscule. Donc ça, ce sont des conventions qui ont été définies. Maintenant, on a également les propriétés. Donc par exemple, je pourrais faire un public capacité. Capacité, donc par exemple, c'est la capacité de la brouette. Eh bien, là-dessus, il ne donne pas de convention de nommage. C'est-à-dire que c'est volontaire, hein, on pourrait dire capacité avec un C majuscule, on pourrait dire capacité brouette avec un underscore, on pourrait dire capacité brouette avec une majuscule en début du deuxième mot, donc camel case, ou directement en upper camel case. Ils ne disent pas au niveau du standard comment on est censé faire. Personnellement, j'ai remarqué que, on va dire, dans 95% des cas, c'est le camel case qui est utilisé pour les noms des propriétés. Donc ça, c'est la norme, le standard qui est utilisé, principalement pour la partie nommage, et la partie donc constante, propriété, et ainsi de suite. Alors j'ai oublié de parler du namespace, et donc si on déclare le namespace de ma jolie brouette, eh bien en théorie, on est censé lui indiquer, par exemple, nouvelle techno, anti-slash, démo, par exemple. Et donc, nouvelle techno, c'est ce qu'on appelle le vendor, c'est-à-dire, en général, c'est le nom de l'entreprise ou le nom du site qui génère donc la classe. Et ensuite, là, c'est par exemple pour dire que ça va être à l'intérieur d'un sous-namespace qui s'appelle démo. Donc voilà pour le PSR1. Donc il est détaillé, hein. Ça c'est un résumé tout ça, mais il est détaillé en dessous, hein, avec pourquoi, il y a des exemples de code, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que ici, je vais zoomer un peu, ici dans ce bout de code, on modifie le fichier ini, on inclut un fichier, on fait un écho, et après on a une déclaration de fonction, donc il ne faut pas le faire. On fait les fonctions à part. Vous avez ce qu'on peut faire également, là, donc on a une déclaration de fonction, et là on a une déclaration conditionnelle, donc si la fonction n'existe pas, donc ça on peut le faire. Là, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'effet de bord particulier. Et donc vous avez les namespaces, donc tout ça c'est défini. Donc je vous parlais juste avant du PSR2, et donc il a été remplacé par le PSR12. Donc le PSR2 à l'origine, c'est un PSR, donc là je ne vais pas m'étendre énormément dessus, mais c'est un PSR qui disait comment on doit coder. Par exemple, l'indentation, il était précisé qu'il fallait 4 espaces et pas de tabulation. Il est précisé que une ligne, il doit pas y avoir il ne doit pas y avoir de limite sur la ligne, la longueur de ligne. Et ils disent qu'on devrait se donner une limite de 120 caractères. Et que ce serait mieux qu'elle soit de 80 caractères ou moins. Ils disent qu'il doit y avoir une ligne blanche après la déclaration du namespace. Ce sont toutes des habitudes qu'on voit un peu partout, hein. Donc vous avez des exemples de code. Là, par exemple, le namespace, il y a une ligne blanche en dessous. Ensuite, vous avez foo interface, bar class, et ainsi de suite. Donc les use qui sont indiqués les uns derrière les autres, puis une ligne blanche. Après une déclaration de classe, on va à la ligne pour l'accolade. Après une déclaration de méthode, on va à la ligne pour l'accolade. Après un if, on ne va pas à la ligne pour l'accolade. Donc tout ça, ce sont des informations qui sont décrites dans tout ce standard, mais qui a été remplacé par le PSR12, qui est une alternative, qui est un petit peu moins détaillée. Et donc voilà, vous avez par exemple ici le namespace, donc on a toujours la ligne. Vous avez les use qui sont ici, en fait qu'on regroupe. Vendor package, voilà, on a regroupé ces deux-là. Et ensuite, ici, il y a use function, il est un petit peu différent de celui-là, donc on le met à part. Use const, on le met aussi à part.
Puis derrière, bon, on a le même principe. Donc le PSR12 remplace le PSR2. Et donc vous avez le même type d'information. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, en plus, que j'avais mis dans le titre, c'est le PSR4 en fait. Et le PSR4, c'est le standard autoloader. Ce PSR4 va vous donner les différentes informations qui doivent être mises en œuvre pour que l'autoloader soit standard, c'est-à-dire qu'il soit normalisé. Et donc, pour le faire, on vous donne les différentes spécifications, mais globalement, vous devez avoir un namespace principal, un ou plusieurs sous-namespaces, et ça doit se terminer par le nom de la classe. Alors, par classe, on appelle classe, interface, trait, ou toute autre structure qui peut être similaire. Ensuite, une fois que vous avez le nom de classe, donc enfin le namespace, il est décomposé par les différents points qui sont ici. Le namespace complet doit avoir systématiquement un premier nom qui est le top level, c'est ce qu'on appelle le vendor namespace. Donc le vendor namespace, c'est en général, comme je vous le disais dans mon exemple tout à l'heure, c'est Nouvelle Techno, c'est l'entreprise ou le regroupement qui crée le namespace en question. Ensuite, vous avez le nom qualifié peut avoir ensuite, le nom complet peut avoir ensuite des sous-namespaces. C'est pas obligatoire, donc, ils l'ont mis entre parenthèses et on peut en avoir plusieurs. Donc moi c'est démo. Et ensuite, on va avoir un nom de classe qui se termine, qui le termine. Donc là, moi je ne l'ai pas, comme je suis dans la classe en question, je ne l'ai pas derrière le namespace, mais si je faisais un use, je devrais faire use, nouvelle techno, démo, ma jolie brouette. C'est ça que je devrais mettre, c'est ça le nom totalement qualifié. Alors forcément j'ai une erreur parce que je suis dedans, hein. Mais on a bien vendor, sous namespace, nom de classe. C'est comme ça que ça va marcher. Ensuite, les underscores à l'intérieur d'un namespace sont autorisés, mais ils n'ont aucune signification. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et les caractères alphabétiques peuvent être une combinaison de majuscules et de minuscules. C'est-à-dire que j'ai bien des majuscules à certains moments et des minuscules entre les deux. Enfin, tous les noms de classe doivent être définis en case sensitive, c'est-à-dire sensible à la casse, sensible aux majuscules et aux minuscules. Attention, dans le PHP, c'est pas toujours le cas. Donc, il faut toujours faire en sorte de faire attention aux majuscules et aux minuscules dans vos namespaces. Maintenant, c'est au chargement. Au chargement, comment est-ce que ça va marcher? Eh bien, on a une série continue de plusieurs namespaces et sous-namespaces qui sont placés. Donc on ne compte pas les séparateurs principaux, hein, c'est-à-dire les anti-slash, comme ici. Et ces namespaces, en fait, vous allez avoir le premier nom qui va correspondre au dossier de base. Ce dossier de base, pour moi, par exemple, ça va être Nouvelle Techno, qui va être ici. Au niveau du chargement, ensuite, les autres entités sont les sous-dossiers de votre dossier principal. Et enfin, le nom de la classe doit être le nom du fichier .php. Donc il y a des exemples, c'est beaucoup plus parlant. Donc par exemple, alors je les ai pas repris différemment, et comme j'ai zoomé, c'est sur 2 lignes. Alors je vais quand même zoomer. Donc si vous avez un namespace comme celui-là, le préfixe, c'est la partie qui est avant le nom de la classe. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, un dossier qui s'appelle Acme Log Writer, c'est-à-dire Acme Log Writer, et dedans, un dossier lib avec, à l'intérieur, FileWriter. Donc ça, c'est une première option.
On pourrait, donc là ils ont pris un autre, je pense qu'ils auraient dû prendre le même exemple à chaque fois, mais ils en ont pris un autre. Donc on a ici le préfixe qui est celui-là, et donc le dossier qui est le dossier vers un dossier qui s'appelle aura-web, aura-web, puis mettre un dossier src, et à l'intérieur, il y a un dossier response, puis un dossier status, un fichier status, pardon, .php. Ce qu'on va retrouver le plus souvent, par contre, ça va être le troisième exemple. Symfony Core Request. Donc, la base, c'est Symfony Core. Le dossier se trouve dans Vendor Symfony Core. Donc, Symfony Core, c'est bien les dossiers qui sont ici. Et ensuite, on a le fichier dedans, request.php. C'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Et ensuite, vous avez Zend ACL, par exemple. La racine, c'est Zend. Et on pourrait avoir USR includes Zend. Et dedans, acl.php. Donc ce sont les recommandations pour faire en sorte de pouvoir mettre en place un autoloader, on va dire, cohérent et normalisé par rapport donc au standard qui est dicté. Alors bien sûr, ça ne vous donne pas ces informations-là, d'informations sur comment créer un autoloader. Ça vous donne simplement les informations sur comment structurer vos fichiers pour que l'autoloader ensuite soit cohérent avec les différents outils qui vont utiliser le PSR4. Donc par exemple, pour celles et ceux d'entre vous qui utilisent Symfony ou Laravel, ces deux frameworks utilisent Composer, et Composer utilise le PSR4, donc la norme du PSR4, pour aller chercher les fichiers correspondant aux différentes classes qui sont chargées dans le dossier vendor. Donc il est utile d'utiliser ce PSR4 au niveau de la norme, donc pour pouvoir le faire fonctionner. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus, parce qu'on a sur le Discord de temps en temps des codes qui ne sont pas forcément raccord avec les bonnes pratiques. Donc je voulais mettre en place un petit tuto rapide sur l'utilisation des bonnes pratiques PSR1 et PSR4. Donc bonnes pratiques de codage, principalement en PHP orienté objet. Vous pourrez aller regarder le PSR12 en complément, pour aller regarder un petit peu comment fonctionnent les recommandations concernant donc le nommage des variables et les différentes conditions et les positions d'accolade et autres. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous inscrire sur le Discord, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt.